Philosophie, une émission de Blandine Griégel sur Judaïque FM. Oui, bonjour à tous. Donc, pour notre émission La République du passé au présent, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, sur la question d'Erasme et le prince, notre ami Jean-Christophe Saladin, historien, directeur de la collection les Miroirs des Humanistes aux éditions Les Belles Lettres. Et d'emblée, eh bien, nous allons, pour introduire cette émission de réflexion sur le prince, nous allons écouter le texte un texte d'Erasme. Le prince n'aura rien de plus cher que le bonheur de son peuple, ou plutôt n'aura aucune autre préoccupation en tête. Ce peuple est comme un corps unique qu'il faut à un degré égal tantôt choyer, tantôt soigner. Toutes ses pensées, tous ses efforts, tous ses soins tendront à administrer le territoire qui lui a été confié et à laisser à la postérité le souvenir le plus beau. Il faut combattre les mauvaises mœurs par de bonnes lois, corriger celles qui sont devenues nocives, abolir les mauvaises, identifier les magistrats intègres, punir et réprimer ceux qui ne le sont pas. Il faut chercher les moyens de peser le moins possible sur le petit peuple, d'affranchir le royaume des brigands et des criminels, avec le minimum d'effusion de sang, de nourrir et de consolider durablement la concorde. Il est d'autres activités, parcourir les villes du royaume, mais avec l'intention d'améliorer les choses. Qu'il assainisse les zones exposées aux épidémies, qu'il détourne les fleuves dont le cours crée des dommages. Pour assurer les ressources en blé suffisantes, il faut faire cultiver les champs laissés à l'abandon et modifier les productions agricoles peu utiles. Il n'a nullement besoin de chercher la guerre. Dans l'administration de l'État, il convient que le prince ne montre ni luxe tapageur, ni prodigalité, mais de l'éclat, comme dans les bâtiments publics, les réceptions d'ambassadeurs, si l'intérêt du peuple s'y prête. Donc Machiavel exaltait le prince et sa puissance pour garantir la liberté de la République, mais ici Erasme, en quelque sorte, oppose point par point, au fond, les devoirs du prince chrétien au tyran. Si j'ai bien compris, vous nous direz si c'est exact, il doit s'occuper du bien commun, de son peuple, de son territoire, essentiellement se concentrer justement sur son État pour accroître sa prospérité. Et d'ailleurs, Erasme met en cause, au fond, les habitudes seigneuriales. Le roi n'est pas un seigneur, il n'est pas un dominateur, il ne fait pas la guerre, il oppose d'ailleurs plus loin, pas dans ce texte mais ailleurs, il oppose au blason, n'est-ce pas, les arts libéraux en humaniste ce qu'il est. Bref, le prince dans une république. Alors, Jean-Christophe Saladin, eh bien, dans l'éducation du prince chrétien que vous avez édité, que vous avez présenté, vous nous rappelez que la devise d'Erasme, c'était, n'est-ce pas, je ne cède à personne, nulli concedo. Et je voudrais vous demander, au fond, de nous tracer rapidement un portrait d'Erasme, parce que Erasme est connu comme le prince des humanistes, comme l'ami de Thomas More, le précepteur de Charles Quint, mais d'abord, au fond, qui était-il ? Il est plus connu, n'est-ce pas, que lu, il est plus célébré qu'enseigné, étudié. Donc, vous qui êtes un spécialiste d'Erasme, que pouvez-vous nous en dire par rapport justement à, au fond, cette république, ce gouvernement républicain ou ce pouvoir républicain qu'il a contribué à installer ? Bon, alors, en quelques mots, le problème d'Erasme, actuellement, effectivement, c'est que son nom est très connu, notamment par le programme Erasmus, donc, qui fait le bonheur des étudiants, qui devrait faire le bonheur des étudiants, mais l'homme lui-même, son œuvre elle-même, très peu de gens la connaissent, sauf quelques spécialistes. Alors, pour vos auditeurs, très rapidement, Erasme, c'était un contemporain de Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Machiavel, donc d'une époque très riche en penseurs, en artistes, la Renaissance, dont il a été un des acteurs principaux. Alors, lui-même, d'ailleurs, a eu un itinéraire extrêmement étonnant. Deuxième génération des humanistes, quand même. Tout à fait, ou même troisième, puisqu'il y avait déjà au XVe siècle, début XVe siècle, des très grands humanistes italiens, mais il a été un des grands artisans du passage de l'humanisme et de la Renaissance au-delà des Alpes, c'est-à-dire dans les pays du Nord, qui sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne aussi, où lui et ses disciples, ses amis, ont œuvré dans le même sens, enfin plus ou moins dans le même sens, généralement dans le même sens. Alors, quel sens ? Dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la politique. Alors, Erasme est assez peu connu actuellement pour ses œuvres politiques, parce que
le domaine où il a été extrêmement connu, c'était strictement les lettres et la religion, notamment pour avoir été un des très grands instigateurs de l'étude des lettres grecques par la publication des Adages, qui était une œuvre monumentale, un best-seller à son époque, que nous avons traduit et publié dans ma collection il y a quelques années. Et il a été, sa grande affaire, c'était de mettre la littérature grecque et antique à la disposition du public cultivé moderne de son époque, donc dont nous sommes les héritiers directs. Cette littérature grecque qui avait été rassemblée par les humanistes du Quattrocento. Absolument. Et lui, il a mis à la disposition du grand public. Et lui a poussé l'affaire extrêmement loin, puisque non seulement il a contribué à traduire, diffuser la littérature grecque païenne, mais il s'est attaqué à la littérature grecque religieuse, c'est-à-dire principalement au Nouveau Testament, ce qui lui a valu un scandale fulgurant en 1516, lorsqu'il a publié une nouvelle traduction du Nouveau Testament, sur laquelle Luther s'est appuyé pour la réforme. Retour à la Bible, retour au texte. Donc au texte original, alors qu'à l'époque, l'Église catholique n'utilisait que des traductions extrêmement déficientes de la Bible et des textes sacrés. Mais alors, l'Érasme politique, précepteur de Charles Quint lorsqu'il avait 16 ans, et ensuite conseiller de Charles Quint. Absolument. Qu'est-ce que vous nous en dites ? C'est simultané, c'est la même année d'ailleurs. Ce livre, L'éducation du prince chrétien, elle se situe, ça a été publié à un moment un peu charnière, cette année 1516, où les jeunes princes européens, Henri VIII, François Ier et Charles de Gand, le futur Charles Quint, sont devenus souverains vraiment sur leur territoire. Charles Quint avait encore à reconquérir l'Espagne, puis à devenir empereur. Mais ça s'est fait en quelques années. Très bonne présentation, n'est-ce pas, de ce livre d'Érasme. Et à ce moment-là, Érasme, qui est très lié à la cour de Bourgogne, il est courtisan. Bon, il travaille, il est rémunéré par la cour de Bourgogne. Donc, le jeune Charles, qui a 16 ans à l'époque, est son patron, finalement. Et il reçoit une subvention raisonnable. Et on le paye pour faire quoi ? Pour guider ce jeune prince. Et que fait un guide pour un jeune prince ? Il écrit un livre sur l'éducation. Et ce livre, c'est une bombe parce que, dès les premières pages, il détruit de fond en comble les fondements du pouvoir, les justifications du pouvoir féodal, qui était absolument la règle en vigueur à l'époque. Il dit... Les portraits d'ancêtres, la chevalerie, tout ça, c'est des contes de bonnes femmes. Il ne faut surtout pas éduquer les jeunes. Sécularisation, n'est-ce pas ? Et mise des citoyens sur le même plan que les gouvernants dans l'éducation. Et d'ailleurs, les premiers mots sont incroyables quand il dit le prince qui est élu par son peuple. Oui. Alors on sait bien que c'était pas vrai. Vous voyez bien, vous imaginez Charles Quint, qui a été élu empereur par les grands de l'Empire germanique, mais évidemment pas par le peuple. Mais Érasme a maintenu cette fiction, et derrière lui, alors d'autres humanistes, Thomas More, pile à la même époque, publie, quelques mois plus tard, publie son Utopie, et donc, son ami très proche, helléniste comme lui. A fait le portrait comme celui d'Érasme. Absolument. Donc, Thomas More, même Machiavel d'ailleurs, et après ça, un grand inconnu, Juan Luis Vives, le disciple d'Érasme, a publié un livre qui a fait une bombe aussi sur l'assistance aux pauvres, dans laquelle il dit explicitement que, alors il ne dit pas qu'il faut la retirer à l'Église, mais qu'il faut qu'elle soit absolument contrôlée par les autorités municipales, donc laïques. Ces gens-là ont été les inventeurs de la laïcité d'État. Oui. Alors, écoutez, tout cela, on vous écouterait encore des heures, mais je vais vous poser quand même encore une autre question, puisque vous nous avez expliqué que Érasme a été rendu célèbre par un certain nombre d'œuvres, essentiellement littéraires, dirait-on aujourd'hui, et qu'il a défendu également, au fond, une nouvelle civilité. C'est ce que Norbert Elias, je vais y revenir, nous a appris il y a quelques années. Mais il a aussi une célébrité de scandale par sa prise de position, son soutien vis-à-vis des études hébraïques qui étaient telles que les avait menées Reuchlin et qui ont été mises en cause en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ça, parce que c'est un point qui est mal connu et qui pourtant est essentiel. Qui est très peu connu. Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce qu'en fait, vous me tendez la perche sur toutes les nouvelles publications de la collection que je dirige. Très bien, alors. Puisque cette affaire des livres juifs qui a connu une acmé à ce moment-là, Érasme en a été un des acteurs importants. En 2 mots, les Juifs, comme vous savez, et comme vos auditeurs doivent le savoir, ont été, au XVe siècle, XVIe siècle, victimes de persécutions intenses, expulsions sans nombre, notamment d'Espagne, des pays ibériques, mais aussi en Allemagne. Ils se sont réfugiés beaucoup dans le Nord, en Angleterre, aux Pays-Bas, mais en Allemagne, ils étaient très menacés. Et
Il se trouve qu'en Allemagne vivait un très grand humaniste qui s'appelait Johannes Reuchlin. Donc, on dit Reuchlin. L'oncle de Mélenchon. Oncle de Mélenchon, très grand humaniste. Ça a été un des premiers à amener le grec, à enseigner le grec en Allemagne. Et cet homme-là, curieusement, a fait la rencontre de Pic de la Mirandole en Italie. Et ils se sont très bien entendus. Et Pic lui a collé le virus. Pic de la Mirandole, qui était un des diffuseurs, qui a été le grand pionnier de la Kabbale chrétienne. Absolument. Et un amateur et un diffuseur de la Kabbale. De la Kabbale juive, mais en hébreu. Et Pic de la Mirandole a donné le virus à Reuchlin, qui s'est mis à étudier l'hébreu auprès de grands kabbalistes de l'époque, qui vivaient dans le Saint-Empire, et il est devenu très grand savant en hébreu. Il a publié des livres, dictionnaires d'hébreu, livres de prononciation, et voilà qu'arrive ceci. À partir de 1506-7, des persécutions redoublent contre les Juifs de la région de Cologne, et notamment, on confisque leurs livres et on demande de brûler les livres des Juifs. Et alors, il se trouve, pour la petite histoire, que les communautés juives du Saint-Empire étaient assez importantes. Il y avait des banquiers qui finançaient les campagnes militaires de l'empereur Maximilien. Quand les Juifs de niveau important ont réalisé ça, ils sont allés voir Maximilien en disant « Majesté, on veut bien vous financer dans vos guerres contre Venise, l'empereur, vos guerres d'Italie, mais laissez-nous nos livres. » Maximilien s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « On arrête tout, on réunit une commission d'experts. » Alors, il a demandé à diverses universités, facultés de théologie, leur avis sur la question. Très simple, faut-il brûler les livres des Juifs? C'était formulé comme ça. On a demandé à des universités où personne ne connaissait l'hébreu, ni la Kabbale, ni quoi que ce soit, ni la Bible en hébreu, mais il fallait donc trouver des gens qui puissent lire les livres en hébreu. On a demandé à Reuchlin. Reuchlin a rendu ses conclusions. Il a dit non seulement il ne faut pas brûler les livres des Juifs, mais il faudrait les faire étudier par les curés. Oui. Scandale absolu. Reuchlin a été traîné devant l'Inquisition, procès, condamnation, appel au pape. Redoublement d'un scandale, parce que c'était déjà le scandale qu'avait provoqué Pic de la Mirandole lorsqu'il avait voulu présenter ses conclusions devant le pape. C'était resté au niveau romain, des érudits italiens. Là. Reuchlin, qui n'était pas bête, a demandé le soutien de tous ses amis humanistes. Il en avait beaucoup, notamment d'Erasme. Ces gens-là sont montés au créneau. Ils ont publié des livres, des pamphlets contre les dominicains de Cologne. L'affaire a duré jusqu'à la condamnation finale. Reuchlin a été condamné une semaine après Luther. C'est dire, par Léon X. Donc, grand amalgame de ces affaires. On voit l'esprit original, donc, grâce à vous, qu'a été Erasme. Alors, je vais me retourner vers Alexandre Adler pour que, au fond, il nous explique un peu le rôle que Erasme a pu jouer dans l'Europe, dans l'idée d'une république européenne. Parce que, vous l'avez d'ailleurs évoqué, Erasme aujourd'hui est un emblème. Bon, là, le programme Erasmus, les étudiants connaissent cela, mais il y a aussi le portrait d'Erasme sur un certain nombre de billets d'euros. Et bref, est-ce qu'à l'époque d'Erasme, Alexandre Adler, il a existé une république européenne? Au fond, quelle a été l'influence des idées d'Erasme dans tous les pays que vient d'évoquer Jean-Christophe Saladin? C'est-à-dire en Allemagne d'abord, ensuite dans le cercle de Bourgogne, en Espagne, en Angleterre et en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ces choses se sont distribuées, ces idées de république dans l'Europe de l'époque? À mes yeux, c'est un rôle absolument essentiel, car Erasme est le dernier point culminant du massif européen avant qu'il ne s'érode sous justement les coups de la contre-réforme et en particulier de la contre-offensive extraordinaire que l'Espagne, riche des trésors d'Amérique, a pu mener pour devenir la grande puissance hégémonique européenne qu'elle n'était pas avant cela. Et bien entendu provoquant par ailleurs la grande révolte des Pays-Bas, celle de Guillaume d'Orange, qui évidemment va faire de cette région de Bourgogne qui était vraiment le joyau de l'empire que se constituait à ce moment-là Charles Quint, et d'ailleurs sa terre natale, le point absolument vital dans lequel justement l'Europe moderne, avec une Europe du Nord et une Europe du Sud dominée par l'Espagne longtemps, se sont plus ou moins faites, la France étant en position intermédiaire et ravagée par la guerre civile, comme le sera l'Allemagne. Bon, alors tout ceci, donc, c'est juste avant la catastrophe, on commence à comprendre ce qu'a été cette Europe, cette culture, ce tissu unitaire qui a été déchiré, dont Erasme est l'expression la plus ramassée et la plus profonde. Et avec Erasme, nous avons un moment d'avant la scission entre catholiques et protestants, d'avant la rupture de Luther
avec sa tradition humaniste qui se fait tout au long de sa carrière. Et nous avons aussi un moment d'avant le démembrement, non seulement de la chrétienté, mais de tout l'espace culturel européen qui ne sera reconstitué difficilement d'ailleurs qu'à la fin du XVIIIe siècle et par les Lumières. Et dans tout cas, ce que je veux dire, c'est que Erasme, qui est l'anticipateur d'une certaine manière et le prophète de cette période, est encore aujourd'hui le point de ralliement. Et comme évidemment c'est l'Espagne qui est la plus problématique, c'est elle, grâce à Marcel Bataillon et à son érudition, qui a vu comment la pensée d'Erasme, déjà après sa mort, va devenir véritablement l'étendard, et l'étendard à l'espagnol, c'est-à-dire caché, marane, souterraine, de tous ceux qui n'acceptaient pas que l'Espagne soit devenue le cœur de la contre-réforme avec Ignace de Loyola. Oui. C'est-à-dire cette véritable tentative d'un djihad chrétien et intégriste contre l'humanisme et contre ce que va devenir petit à petit les différentes formes du protestantisme, dont le calvinisme. Et bien cela, ce moment-là, c'est effectivement en Espagne qu'il est le plus clair, et il s'exprime à travers toute cette œuvre, Juan Vives bien sûr, mais surtout le grand Cervantes, dont toute cette œuvre romanesque et romantique, bien entendu, et la protestation. Cervantes qui se moque aussi de la chevalerie, comme Erasme. Mais tout est érasmien dans le fond de Cervantes, et tout est dans un génie poétique qui a sauvé l'Espagne. L'Espagne s'est sauvée par Cervantes. Et c'est pour cela qu'elle fera la guerre d'Espagne au XXe siècle. Oui. Mais en tentant, et avant cela, nous avons la victoire de cet esprit jésuite de revanche, de contre-réforme. Et contre la contre-réforme, Cervantes est véritablement la protestation. Tout le monde a bien compris que Don Quichotte meurt lorsqu'on a brûlé ses livres. Et alors c'est les livres brûlés. C'est quand même le cœur de Cervantes, c'est la fin du livre. Cette filiation va se poursuivre dans les Provinces-Unies, puisque Marco Pérez, de la famille des Pérez, là, les conseillers de Philippe II, qui vient lui-même d'Espagne, qui a été le banquier de la révolte des Provinces-Unies, eh bien, est tout à fait l'expression, au fond, de cet érasmisme espagnol transporté dans les Provinces-Unies, qui d'ailleurs ont emprunté à l'idée de République batave qu'avait formulé Erasme, une partie de leur bagage intellectuel. Ajoutons quand même que Marco Pérez est le cousin de Montaigne. Par alliance, parce que sa femme était la cousine de Montaigne. Nous sommes dans ces familles maranes qui ont été à l'origine du monde moderne et qui essaiment partout. Et cet essaimage, c'est l'essaimage du verbe. Là, je fais une traduction que justement Erasme, je viens de l'apprendre, avait réfuté. Mais enfin, c'est l'essaimage de la parole. Et cet essaimage de la parole est un essaimage marin, et on lui doit le redressement du règne de Charles Quint à la fin. Et également, en Amérique, toute cette lutte pour l'émancipation des Indiens, qui fait que vous mettez Vitoria, Las Casas en lien avec l'érasmisme. Et qui ont pris la défense. De si fondamental, on y viendra dans la formation des droits de l'homme. D'abord des Indiens, auxquels on a dit ils ont droit au baptême, ils ont droit à l'égalité, cette égalité qui existe au Mexique, mais pas au Pérou, où là les conquistadors ont été effroyablement destructeurs, mais pas au Mexique. Et puis à la fin de sa vie, extraordinaire chose, même Las Casas et Vitoria arrivent à l'idée de dire mais les Noirs, qui étaient plus méprisés et qu'on a importés aussi en Amérique, les Noirs aussi ont droit au baptême. Et les Noirs doivent devenir contrairement chrétiens. À la polémique qu'on a menée contre lui. Mais alors je vais me tourner vers François Guéry pour une autre interrogation, parce que naguère, je l'ai évoqué brièvement, le grand sociologue allemand Norbert Elias a montré dans des ouvrages très remarquables, n'est-ce pas, la société de cours, la civilisation des mœurs, que, au fond, les œuvres d'Erasme sont indissociables de tout un mouvement de la société par laquelle la société européenne, n'est-ce pas, conjointement avec la formation de cette idée d'une république européenne, cette société européenne est passée de la courtoisie à la civilité, et en particulier en changeant profondément ses mœurs. D'abord, en obéissant à l'injonction de sublimer en quelque chose, en tout cas de maîtriser son agressivité par la civilité. Et alors,
Norbert Elias donnait des tas d'exemples, et évidemment, qui sont empruntés à Erasme, puisque Erasme s'est attaché à l'éducation des enfants, n'est-ce pas, et au fait que, justement, on les éduque à la civilité. Pour devenir des citoyens. Pour devenir des citoyens. Il lie intimement éducation et deuxièmement, à la paix, à la paix dans la société, et en particulier dans son livre La Querela Pacis, c'est-à-dire en fait la complainte de la paix. Alors, la question que je voudrais vous poser, François Guéry, parce que je sais que c'est une des choses auxquelles vous réfléchissez de façon profonde. Au fond, et il ajoutait même, je reviens un peu en arrière, que en fait, il y a une formation de l'individualité, n'est-ce pas, à partir d'Erasme. Les individus se détachent du collectif. Bon. Mais est-ce que aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes fidèles dans nos sociétés, qui se prétendent pourtant républicaines, à ces recommandations? Est-ce qu'il n'y a pas une remontée de la violence? Est-ce que finalement, ce programme l'a emporté ou non, François? Qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, il y a beaucoup à dire sur cette espèce de moment magique, enfin, ce suspens. De l'idée de la République européenne. Où Erasme, d'une certaine façon, donc, a comme inventé une Europe fondée sur une élite des lettres. Oui. Plus que des arts. La République des lettres, d'ailleurs, il est un des fondateurs de ce qu'on appelait il s'est moins intéressé aux arts, ce que souligne par exemple Stefan Zweig dans un ouvrage que j'ai regardé et qui est fort intéressant. Oui, tout à fait, oui, il y a un portrait très contrasté d'Erasme, ses qualités, ses défauts. Il s'intéresse aux lettres plus qu'aux arts. Il est par ailleurs comme réfugié dans l'étude et ne se mêle pas suffisamment, d'après Stefan Zweig, des combats du jour, où il aurait pu jouer le rôle de conciliateur qu'il est par caractère, si on veut. C'est le conciliateur, c'est le en même temps. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est un moment magique parce que, effectivement, comme Alexandre vient de le rappeler, ensuite on bascule dans les guerres de religion pour longtemps. Et l'Europe, cette Europe qu'il invente d'une certaine façon, comme presque une fiction. Il n'a choisi ni le catholicisme fondamentaliste, ni le il est conciliateur. Il n'a pas voulu condamner ni d'un côté ni de l'autre. J'observe par ailleurs que l'hommage le plus extraordinaire, le plus lyrique que j'ai lu d'Erasme, c'est la lettre que Rabelais lui écrit alors qu'Erasme est mourant, et il lui dit Rabelais lui dit non seulement vous êtes mon père spirituel, mais vous êtes aussi ma mère. Et alors, il a des mots que je trouve prodigieux sur la mère, la grossesse, si on veut. Il dit, une mère protège un être qu'elle n'a pas vu. Et elle le protège des intempéries d'une façon générale. Donc, dans le ventre de la mère, cet être, la mère ne l'a pas vu et le protège. Et il lui dit, eh bien, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu, mais vous me protégez grâce au rayonnement, à l'aura de vos œuvres, qui sont pour moi comme un lait maternel. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce que je voudrais évoquer, c'est la façon dont Husserl, d'abord, avant d'en venir au présent, Husserl, dans une très fameuse conférence dirigée contre le racialisme scientifique des nazis, scientifique, pseudo-scientifique, mais néanmoins. Alors, ça s'appelle donc la crise de l'humanité européenne et la philosophie. C'est le noyau séminal, si on veut, de la crisis, qui a une toute autre ampleur, bien sûr, mais aussi moins d'impact sur le présent. Alors, au fond, ce que Husserl dit, c'est que l'Europe naît, en fait, avec Platon, on pourrait dire. C'est-à-dire avec des idéaux pratiques. Elle est théorétique par son mode de vie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui est de l'ordre de la théoria, de la contemplation, mais il y a des idéaux pratiques à l'infini. Et donc, ce que veut dire Husserl, c'est que l'Europe n'est pas une réalité géopolitique, c'est un idéal. Et au fond, ça correspond exactement à cette espèce de statut quasi magique que Erasme donne à l'Europe, puisqu'il est l'Européen par excellence. Alors, l'Europe a bénéficié à l'époque d'Erasme de quelque chose d'extraordinaire. Elle avait une langue commune. Faisons le grand saut là, bien du passé au présent, parce que voilà quelque chose du passé, 16e siècle, et c'est présent. Oui, alors juste un mot sur le fait que l'Europe avait une langue commune qui était le latin. Et donc, tous les érudits d'Europe se trouvaient en quelque sorte dans une unique république des lettres. Alors maintenant, pour ce qui concerne
le présent. Je trouve que la mise en cause des élites, quelles qu'elles soient, et pas simplement des élites financières, la mise en cause des élites en général, par exemple, qui a eu son sommet le plus monstrueux du XXe siècle, sans doute, au moment des Khmers rouges, où tout ce qui avait un diplôme, tout ce qui avait des connaissances était massacrés dans des caves où on leur plantait des clous dans la tête. Alors la mise en cause des élites, de ceux qui savent quelque chose, c'est très 68 art bien sûr, mais il me semble que ça a pris un tournant décisif là ces derniers temps et chez nous, où on ne veut pas que quelqu'un sache quelque chose que tout le monde ne sait pas. Oui. Et il y a ce principe que je trouve en fait d'une cruauté monstrueuse, c'est ce que tout le monde ne peut pas avoir, personne ne doit l'avoir. Oui. Parce que finalement, Erasme, c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose que tout le monde n'a pas, bien et sûr. Tant mieux. Oui. Alors justement, et je veux vous laisser le mot de la fin, cher Jean-Christophe Saladin. Incontestablement, il y a eu en France, ce n'est pas vrai pour toute l'histoire de la Renaissance, mais une grande école érasmienne, Marcel Bataillon, que vous avez évoqué avec Alexandre Adler, mais aussi Jean-Claude Margolin, Jacques Chomara, mon collègue André Gaudin. On a vraiment des écrits érasmiens, et puis maintenant vous qui en êtes absolument le successeur. Mais alors la question que je veux vous poser, c'est comment, au fond, vous appréciez le renouveau des études sur la Renaissance aujourd'hui? Parce que le succès des livres que vous éditez, et surtout, au fond, toute une jeune génération qui enfin s'intéresse non seulement à la République, à l'humanisme du Nord, dont Erasme est évidemment le parangon, mais à l'humanisme italien, pour commencer, au fond, se dessine. Alors, est-ce que vous croyez au succès? Alors, parce que ça, c'est une raison d'espérer, n'est-ce pas, ce succès des études de la Renaissance? Ah bah écoutez, moi je vous répondrai en paraphrasant ce que disait mon maître Vidal-Naquet, qui disait l'important, c'est pas de gémir sur les choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. C'est de les faire. Ce qu'il faut, c'est de se retrousser les manches et de les faire. Et les faire, on s'est rendu compte, par exemple, aux Belles Lettres, que des entreprises absolument invraisemblables, y compris financièrement, comme la publication des adages. Les adages, 5 volumes, le livre, il coûte 450 €. Il a été épuisé, à peine sorti, on est déjà à la 3e édition. L'éloge de la folie avec les éditions bilingues. Il y a un public qui s'intéresse à ça. Pas seulement des recherches. Et ce public, justement, et ça c'était la grande leçon, je pense, des humanistes, notamment de l'école érasmienne, c'est que l'humaniste, c'est pas le spécialiste, c'est pas le spécialiste du grec qui n'enseigne qu'à 3 copains à Normal Sup et à 2 agrégés et demi, et qui se parlent entre eux et qui se publient des articles qu'ils ne lisent entre eux. Bon, donc il n'intéresse personne puisqu'ils connaissent déjà le sujet. L'humaniste, c'est l'amateur cultivé. Oui, tout à fait, l'amateur, parce qu'il aime ça, il doit aimer ça. Et donc, en France, par exemple, en Europe, on a un public énorme. Moi, je me suis rendu compte, vous savez, bêtement, je vais chez le dentiste et je vois sur les rayons un éloge de la folie illustré de chez Diane de Célier ou de chez nous. Très belle illustration de cette publication. Et qui lit des livres comme ça? Eh bien, qui lit des livres comme ça? Des juristes, des avocats, des juges, des médecins, des dentistes, des gens qui ont fait des études supérieures. Il y en a un nombre énorme. Un mot. Ces gens-là sont notre public. Permettez à Alexis Lacroix un mot. Pour confirmer ce que dit notre invité, qui est formidable, évidemment, les succès actuels dans les maisons d'édition qui republient... La Renaissance de la Renaissance. Qui republie Montaigne, qui republie effectivement Erasme, comme vous venez de le dire. Le succès aussi, c'est vrai, d'auteurs comme Pic de la Mirandole. Tout ça témoigne d'un intérêt massif du public pour la Renaissance. Vous avez raison, Blandine Kriegen, c'est la Renaissance de la Renaissance. Voilà, mais je vous remercie tous. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Philosophie, une émission de Blandine Kriegen sur Judaïque FM. Vous êtes sur Judaïque FM 94.8, la radio du judaïsme français. Dimanche 8 mars.